Bienvenue dans nos studios d'ici Beyrouth pour Ici l'entretien. Nous recevons aujourd'hui l'un des plus éminents spécialistes de l'Iran, le journaliste Alain Rodier qui est à Paris. Bonjour mon cher Alain, comment allez-vous? Ça va? Merci d'être avec Bonjour. nous. Merci. Vous avez suivi ce pays depuis la chute du Shah, l'arrivée de Khomeini. Vous étiez sur place lors des prises d'otages de l'ambassade américaine. Et ici, dans le studio avec moi, j'ai Élie Ziédé, grand reporter à IC Beyrouth. Bonjour Élie. Bonjour Vous Marc. venez de produire un documentaire exceptionnel avec les équipes d'IC Beyrouth, auquel a participé d'ailleurs Alain Rodier. Son titre, Le crépuscule des mollahs, avec un point d'interrogation. On va voir avec Alain Rodier s'il faut enlever ou garder ce point d'interrogation. Je vous invite d'ailleurs à le regarder sur l'ensemble de nos plateformes et sur nos sites. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce documentaire, Le crépuscule des mollahs. Depuis plus de 40 ans, le régime iranien s'est imposé comme l'un des acteurs les plus redoutés du Moyen-Orient. Cette révolution islamique avait un caractère universel et devait concerner tous les musulmans et tous les opprimés de la terre. Deals with Iran never work because it's not a country that you can trust. They will play all their tools. The core of the Iranian regime is ideological and it's aggressive and it's violent. Il y a eu un investissement pour apporter plus en plus l'adhésion de Hezbollah et le rendre encore plus en plus fort, qui n'est qu'une sorte d'idéologie mortifère. Hezbollah has been their success story, a state within the state to becoming actually this state where Lebanon becomes a small state within. L'Iran n'a pas d'autre choix que d'essayer de durer comme toutes les dictatures. Une question s'impose aujourd'hui. Le régime iranien est-il encore capable de déstabiliser la région ? Alors, Alain Rodier, le plan de Donald Trump pour Gaza a commencé sur le terrain ce lundi avec l'échange otages israéliens contre prisonniers palestiniens. Est-ce que vous considérez que c'est une défaite pour l'Iran? Oui, sans doute. Sans doute. C'est la suite d'un processus qui met l'Iran hors jeu depuis effectivement la fameuse guerre de juin. Effectivement, il y a un processus qui est engagé, dont on ne connaît pas encore effectivement tous les chapitres à venir, mais manifestement quelque chose démarre au Proche-Orient. La paix au Proche-Orient, elle peut exister à condition que l'on s'en empare. Or, elle a plutôt été en général plutôt bousculée et empêchée. Le dernier espoir de paix remonte aux accords d'Oslo. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui est en route, qui peut modifier effectivement le paysage du Proche-Orient. Dans le documentaire auquel vous avez participé, vous expliquez que l'essence même du régime iranien, c'est l'expansion. C'est un échec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un échec au Liban, un échec du côté du Hamas. Effectivement, l'Iran se retrouve, je dirais, isolé, enfermé dans sa forteresse. Mais Monsieur Rodier, est-ce qu'aujourd'hui, avec donc les 2 ans qu'on a vécu dans la région, du 7 octobre, en passant par juin 2025 et la guerre des 12 jours, est-ce qu'aujourd'hui l'Iran est capable de réessayer, de retenter un certain expansionnisme, puisque c'est dans sa nature même, malgré les défaites, malgré ces chocs qu'on a eus depuis ces 2 dernières années, est-ce qu'il peut tenter de recommencer et réussir peut-être en Irak, peut-être en Syrie? C'est très difficile à dire. Il est clair que le régime de Téhéran a été quand même considérablement fragilisé et bousculé pendant cette fameuse guerre de juin. Je pense que la préoccupation essentielle
des mollahs de Téhéran aujourd'hui, c'est de durer le plus longtemps possible et peut-être de ne pas se lancer dans des aventures hasardeuses. On assiste plutôt à une forme de repli qui est un repli en faveur d'une forme de survie. Et ce que redoute aujourd'hui le régime de Téhéran, c'est un soulèvement populaire. On a cru au moment de la guerre de 12 juin que effectivement la guerre de 12 jours, pardon, on a cru effectivement que c'était le glas du régime de Téhéran. En fait, il n'en est rien pour l'instant. Le régime se maintient avec les forces qui le soutiennent. Peut-être tentera-t-il quelques expériences, mais on voit pas trop comment aujourd'hui il est quand même sous surveillance et rapproché, si on peut dire. Et je crois que pour l'instant, sa préoccupation essentielle, c'est la survie. Alain Rodier, vous dites le régime se survit avec les forces qui le soutiennent. Mais quelles sont ces forces aujourd'hui? Est-ce que ce sont seulement des forces intérieures, idéologiques, ou est-ce que on a encore des forces extérieures? Je pense peut-être à la Russie, à la Chine. Quelle force aujourd'hui permet à ce régime de tenir? Alors, la Russie et la Chine ont des relations, mais comment dire, un peu particulières avec l'Iran, qui sont basées essentiellement sur des intérêts. Hein. On sait très bien ce que la Russie attend de l'Iran, notamment en fourniture de matériel militaire. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un soutien? Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Le soutien intérieur, bien sûr qu'il y a une partie de la population qui continue à soutenir le régime et qui est conditionnée à le faire. Voilà, maintenant, les soutiens à l'extérieur, je n'en vois pas d'extrêmement fort. Alain Rodier, on se demande pourquoi le régime iranien continue avec ce ton agressif, alors que pendant ce temps, la mise, par exemple, en place à nouveau du mécanisme du snapback, c'est-à-dire les sanctions européennes sur le pays ont repris. On a l'impression que l'Iran est encerclé. L'Iran, évidemment, est particulièrement énervé, on va dire, par la relance des sanctions. Les sanctions à la fois de l'ONU, ensuite les sanctions de l'Union européenne. D'un côté, ils voudraient continuer à maintenir une sorte de contact avec l'Occident, et en même temps, ils ont une rhétorique, évidemment, qui est un peu plus agressive lorsqu'il s'agit de les affaiblir. Or, les sanctions, on le sait, ont un effet extrêmement négatif. Alors, d'un côté, l'Europe, par exemple, applique des sanctions, et d'un autre côté, laisse toujours une porte ouverte à la diplomatie, et ça arrange beaucoup l'Iran, qui peut un peu comme ça jouer sur tous les tableaux. Mais est-ce que l'Iran va jouer sur tous les tableaux longtemps? Parce que on entend qu'après la paix, entre guillemets, à Gaza, ce sera le tour de l'Iran à nouveau. Vous y croyez, à ce scénario? Écoutez, franchement, je n'ai pas acheté de boule de cristal. Mais vous êtes journaliste, vous êtes habitué à spéculer. Oui, non, en fait, si vous voulez, quand on prend contact avec les mouvements d'opposition au régime de Téhéran qui se situent à l'extérieur du pays, car la plupart sont à l'extérieur, à part un seul mouvement qui est implanté à l'intérieur, c'est celui des Moudjahidines du peuple d'Iran. Quand on parle avec ces mouvements, très honnêtement, ils sont incapables de nous dire ce qui va se passer et quand le régime va basculer. En fait, ils n'en savent rien. On est dans une espèce de flou, on ne sait pas du tout quand et comment le régime s'effondrera. On pense qu'il s'effondrera un jour ou l'autre, mais ça ne viendra pas de l'extérieur, ça commencera à l'intérieur, par un soulèvement. C'est-à-dire qu'à un moment, jusqu'à présent, le régime a toujours su réprimer les soulèvements, mais après, il y a un effet de seuil. Lorsque le soulèvement devient vraiment important, ça peut créer une panique à bord et faire en sorte que le régime bascule. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un mouvement d'opposition, même les plus structurés, qui vous donnent un calendrier et qui soient capables de vous expliquer comment les choses vont se passer. Alors, vous connaissez par exemple le fils du Shah depuis une cinquantaine d'années, vous lui avez même consacré un livre. Est-ce que le fils du Shah, on peut imaginer qu'il reprenne le pouvoir alors qu'il n'est pas aimé en Iran? Dans l'état actuel des choses, le fils du Shah,
qui s'est autoproclamé effectivement successeur de son père Mohammad Reza Pahlavi. Pour l'instant, ça fait des décennies qu'il essaye de se positionner comme une sorte d'alternative et qui propose des solutions politiques. Aujourd'hui, il ne se présente plus tellement comme un prince héritier, mais il se veut un facilitateur de la transition. Voilà. Il aimerait pouvoir fédérer un certain nombre de mouvements autour de lui, mais je crois que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas vraiment une option qui est acceptée facilement. En tout cas, elle n'est pas acceptée par les autres mouvements de l'opposition, bien entendu. Aucun mouvement ne s'entend réellement. Et je pense que le soutien dont il dispose, ça doit représenter 15 ou 20% éventuellement de la population. Mais mettons-nous à la place de ces Iraniens qui, depuis 45 ans, vivent sous une dictature. Le moindre message qu'on leur envoie est jugé, est accepté comme étant un message positif. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, si je puis dire. Vous avez aussi parlé des Moudjahidines du peuple, qui est une organisation paramilitaire plutôt de gauche. Ils n'ont pas de chance non plus. Alors, les Moudjahidines du peuple d'Iran, c'est effectivement le seul mouvement qui a véritablement une longue expérience dans la résistance, puisqu'ils ont commencé sous le Shah d'Iran. Ils ont été vraiment une organisation de résistance au Shah, et ensuite ils se sont immédiatement positionnés contre le régime de Khomeini. C'est la seule organisation dont on peut dire qu'elle est structurée à la fois à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur. À l'intérieur, ils ont mis en place un certain nombre de ce qu'ils appellent des unités de résistance qui sont prêtes à agir le jour venu. Mais dans l'état actuel des choses, comme je vous le disais, dans le flou dans lequel on est, ces mouvements de résistance ne se posent pas en déclencheurs de la révolution. Ils attendent que ça bouge à l'intérieur pour pouvoir sortir de leur cachette et intervenir sur le terrain. On ne sait pas quand, comment. Alors, ils ont un projet politique, bien entendu, on pourrait en parler si vous voulez. Ils ont un projet politique démocratique, voilà, et donc c'est une organisation, les Moudjahidines du peuple est une organisation islamique, bien entendu, de gauche, non absolument pas marxiste, contrairement à ce qu'on a essayé de dire. C'est une organisation, ils se veulent musulmans, mais ils se veulent démocrates, et ils affirment qu'ils sont pour la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont pour un État laïque, et la religion redevenant quelque chose de très personnel. Bon, ils ont établi un plan en 10 points qui est un plan qu'ils souhaitent mettre en place le jour où quelque chose aura changé en Iran. Mais c'est ce jour, justement, qui est le grand point d'interrogation. Mais M. Rodier, est-ce que avoir un groupe paramilitaire, on a pu voir ces dernières années des attentats, des clashs, notamment dans les zones périphériques. Est-ce qu'un groupe paramilitaire qui se prépare pour la chute d'un régime, est-ce que ça ne pourrait pas provoquer une mauvaise transition ? Oui, absolument. Si c'est le cas, s'il s'agit effectivement un beau matin de sortir les armes et d'attaquer à droite à gauche les passes d'Aran ou les endroits importants de l'État, bien sûr que ça peut être effectivement, ça peut ressembler à une espèce de prise du pouvoir. Mais attention, les Moudjahidines du peuple ne sont pas les seuls à avoir un projet politique pour l'Iran. Il y a un tas d'organisations, il y a une trentaine, à peu près, il y a une trentaine d'organisations d'opposition à travers le monde qui sont prêts également à intervenir et qui ne laisseront pas probablement un seul parti prendre le pouvoir. Et je ne crois pas que les Moudjahidines soient en mesure de prendre le pouvoir dans un pays aussi grand que l'Iran et qui a une organisation aussi forte que celle qui existe actuellement. On peut s'attendre à ce que le jour où le régime tombera, il y ait l'apparition d'un certain nombre de gens qui vont revendiquer des projets politiques. L'Iran est un pays qui est assez politisé. Alors maintenant, comment sort-on de 46 ans de dictature ? Ça, je ne sais pas. Ça reste quand même le grand point d'interrogation que vous avez soulevé au départ, d'ailleurs. Alain Rodier, en 1979, il y avait déjà une crise au sein du régime du Shah.
et il y avait pas seulement les islamistes ou bien les soutiens de l'ayatollah Khomeini, mais il y avait plusieurs groupes qui étaient contre le Shah et pour la chute du Shah ou pour un changement de régime. Est-ce qu'aujourd'hui, 46 ans plus tard, est-ce qu'il faudrait que ces groupes, vous parlez d'une trentaine de groupes, est-ce que cette trentaine de groupes devrait peut-être se rallier autour d'une personne à un moment, même sur un dénominateur commun, pour faire chuter le Shah, pour faire, faire chuter les mollahs, comme le Shah a chuté à l'époque? Bien entendu, ce serait l'idéal qu'il y ait une espèce de fédération des mouvements d'opposition, qu'ils soient monarchistes, qu'ils soient républicains, qu'ils soient même islamiques de gauche comme les Moudjahidines. Bien sûr que ce serait idéal, mais c'est quelque chose qui n'a jamais existé réellement. Chaque organisation, tout le monde agit en ordre dispersé quand ils ne se critiquent pas assez violemment les uns et les autres. Bien entendu, si vous parlez des monarchistes aux Moudjahidines du peuple, ils vous disent qu'évidemment c'est absolument inconcevable que l'on puisse envisager le retour de la monarchie qui a laissé quand même un mauvais souvenir à beaucoup de gens. Donc le slogan des Moudjahidines du peuple, c'est ni Shah ni Mollah. Voilà. Maintenant, pour ce regroupement des organisations d'opposition, pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Aura-t-il lieu le moment venu? Y aura-t-il une sorte de coalition qui se fera dans l'intérêt du peuple iranien? On peut l'espérer. En tout cas, on peut ne pas désespérer que ça ait lieu, absolument. Alain Rodier, on dit aussi que Khamenei a été épargné en juin dernier parce que certaines puissances régionales, voire les États-Unis, ont peur d'une partition de l'Iran. Les Turcs auraient peur de la réaction des 12 millions de Kurdes iraniens. Les pays du Golfe craignent l'afflux de millions de réfugiés chiites. Est-ce que vous pensez que ce pays peut être irakisé, peut partir en plusieurs morceaux? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Vous avez évoqué les Kurdes. Oui, depuis longtemps, les Kurdes ont une revendication autonomiste, voire indépendantiste. Mais je ne pense pas que le pays éclatera de cette façon-là. Il n'est pas comparable à ses voisins. Il y a des traditions, c'est la vieille Perse, etc. C'est pas totalement comparable à l'Irak ou à des pays de ce genre. Je pense qu'effectivement, on essaye d'éviter les Occidentaux, dans leurs interventions contre l'Iran, essayent quand même d'éviter le chaos, et il y a toujours des seuils, il y a des seuils qu'on ne dépasse pas pour justement éviter. Alors, est-ce que Khamenei a été préservé dans cet esprit-là? C'est fort possible. C'est fort possible. Je pense qu'effectivement, le souci de l'Occident, c'est d'éviter de revenir à la situation qu'a connue l'Irak et qui a laissé un cruel souvenir, bien sûr. Dernière question, Alain Rodier. Est-ce que la mort de Khamenei pourrait être le moment où le régime tombe? C'est possible. C'est possible quand on sait que ce régime est quand même traversé par des tensions internes qui sont souvent très fortes, pas toujours faciles à décrypter de l'extérieur, hein. Mais c'est pas un régime qui est totalement homogène. Bien entendu qu'il y a des tensions, ça tire à droite à gauche dans tous les sens. Est-ce que la mort du guide va être un électrochoc dans la mesure où ils auront peut-être une difficulté à choisir un successeur? Et à partir de là, c'est un peu le château de sable qui risque de s'écrouler peu à peu. Et après, il y a, comme toujours dans les dictatures, les dictatures tombent toujours très vite. Ça se passe très très vite. À partir du moment où ça commence à s'écrouler, ça part très très vite. On l'a vu partout. Donc voilà, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile de savoir ce qui se passera. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur du régime, ça ne va pas tout seul, si je puis dire. J'ai une dernière question avant de vous laisser tranquille, mon cher Alain. Nous, ici, ça nous concerne beaucoup, puisqu'on se rend compte que le Hamas, qui a tout commencé, rend ses armes, et que l'Iran est affaibli, et que seul le Hezbollah au Liban continue à dire non, 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 je garde mes armes, on va faire la guerre, on va répondre, etc. Est-ce que vous voyez un avenir quelconque aux armes du Hezbollah? Est-ce que vous pensez que fatalement, le Hezbollah va rendre ses armes d'une manière ou d'une autre? Si
si s'installe un véritable projet politique, s'il y a une espèce d'ouverture politique sur des gens modérés, on peut imaginer de parvenir à ce désarmement. Je pense que c'est possible. Bon, il est évident qu'actuellement, la rhétorique du Hezbollah n'est pas celle-là. Mais le Hezbollah, effectivement, conçoit sans doute mal d'abandonner le pouvoir qu'il a installé depuis maintenant des décennies. Mais tout est une question politique. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure à propos du fait que la paix au Proche-Orient est possible si on s'en empare. Là, Donald Trump apparemment a obtenu des premiers résultats, mais ce n'est qu'un long chemin maintenant à parcourir. Le problème, c'est de le parcourir, ce chemin. Voilà. Et depuis Oslo, depuis que les accords d'Oslo ont été détricotés de ce côté-là, il est évident que ça a été que de mal en pis. À partir du moment où on définit un projet politique, tout est possible. Et pour le Liban, on peut espérer qu'il y ait des forces modérées qui arrivent à concevoir une sorte de projet collectif, de projet commun, et qui amènera peu à peu le Hezbollah à revenir dans des choses plus raisonnables politiquement. Merci beaucoup, mon cher Alain Rodier. Merci, Élise Yédé. Vous pouvez retrouver le documentaire dont on a parlé, Le crépuscule des mollahs, sur l'ensemble de nos plateformes et cet entretien aussi sur l'ensemble de nos plateformes. Restez à l'écoute. Journée très importante aujourd'hui.